2020. C'est pour eux que nous sommes réunis ce matin, c'est pour eux que nous avons convié. Et il me plaît de faire un bref rappel des faits pour lesquels ils sont poursuivis et des circonstances dans lesquelles ils ont été interpellés. Le vendredi 18 septembre 2020, le mouvement Stand Up au Cameroun a convié ses sympathisants et ses militants à une réunion d'information. Réunion d'information relative à l'appel à manifestation lancé par plusieurs acteurs politiques pour la date du 22 septembre 2020. Le mouvement Stand Up for Cameroun a senti le besoin d'expliquer sa position à ses sympathisants, à ses militants, à ses membres, afin qu'il n'y ait pas de confusion en ce qui concerne son positionnement sur le plan public. C'est ainsi que ce vendredi 18 septembre 2020, sur l'ensemble du territoire où le mouvement Stand Up a des pôles actifs, environ 13, des réunions d'information, de sensibilisation ont été organisées pour dire aux sympathisants et militants de Stand Up for Cameroun que le mouvement, même s'il exprime son attachement aux droits fondamentaux, aux libertés individuelles et collectives consacrées par la Constitution, qui emporte effectivement celle de réunion et de manifestation, une confusion au sein de l'opinion, d'une part, et d'autre part, au sein des membres du Stand Up for Cameroun. C'est donc à la sortie de cette réunion-là, à laquelle plusieurs d'entre nous attendaient un taxi pour repartir chez eux, normalement, au niveau de la station Gorky, ont été interpellés brutalement par des personnes en civil et dans un premier temps conduits vers une destination inconnue. Il a fallu que nous fassions le tour des services de sécurité de la ville de Douala pour enfin nous apercevoir qu'ils étaient gardés à la Légion de gendarmerie de Douala. Malgré leur localisation, nous n'avons pas pu, nous avons été interdits d'avoir accès à eux et ils ont été, dans ces circonstances-là, interrogés dans des conditions ne garantissant pas l'intégrité des auditions. Ils ont été menacés, ils ont été physiquement menacés, ils ont été violentés et ont été obligés de signer des procès-verbaux dans lesquels ils ne savaient pas ce qui est écrit parce qu'ils n'ont pas pu relire leur déclaration. Maître Tanfo reviendra en détail sur ces dysfonctionnements qui ont émaillé la procédure depuis leur interpellation en passant par l'enquête d'information judiciaire jusqu'à nos jours. Donc voilà les circonstances dans lesquelles ces jeunes gens ont été interpellés. Par la suite, ils ont été envoyés devant un juge d'instruction militaire sur le réquisitoire introductif d'instance du commissaire du gouvernement près le tribunal militaire du littoral. Le juge d'instruction les a mis en détention provisoire le 22 septembre 2020 pour une durée initiale de 6 mois et a ouvert une information judiciaire contre eux pour des infractions de révolution, tentative de conspiration et d'insurrection. Des infractions, mesdames et messieurs, passibles dans notre législation, dans notre code pénal, de l'emprisonnement à vie. Vous comprenez que le choix de ces infractions est fait à dessein, parce qu'une fois que vous encourez l'emprisonnement à vie pour une infraction pour laquelle vous êtes accusé, ou la peine de mort, vous ne pouvez pas bénéficier d'une liberté. Vous êtes obligé, on est obligé de vous poursuivre en détention. Parce que dans ces matières-là, pour les infractions punies
de la peine de mort ou de l'emprisonnement à vie, comme dans le cas d'espèce, la mise en liberté est systématiquement rejetée. C'est ce que prévoit notre code de procédure pénale, malheureusement. Donc voilà la situation de nos camarades, voilà les infractions qui leur sont reprochées, voilà les conditions dans lesquelles ils ont été interpellés, sans respect d'aucune procédure, sans aucun type ni mandat de justice. Interpellés par des personnes en civil, conduits dans une destination inconnue dans un premier temps, et interdits d'accès à leur avocat. Nous avons dû faire le pied de grue et alerter toutes les autorités judiciaires pour qu'enfin, un week-end, un samedi, nous puissions avoir accès à nos camarades qui étaient depuis lors détenus au secret, sans que personne ne sache où ils sont, sans que personne ne puisse les assister, sans qu'ils puissent recevoir ne serait-ce que des médicaments et de la nourriture. Parce que M. Tchama Etienne avait des problèmes de santé et nous n'avons pas pu lui apporter des médicaments achetés par Maître Tanfou qui était déjà dans l'équipe de la défense à ce niveau. Nous avons dû requérir l'intervention d'un substitut du procureur qui était de permanence ce samedi, afin que nous puissions avoir accès à eux pour quelques minutes. Et avant ça, ils avaient déjà été interrogés. Alors qu'ils avaient dit qu'ils voulaient attendre d'être assistés par leur avocat, ce qui est tout à fait normal. Vous comprenez, mesdames et messieurs, que nous sommes dans une procédure hors norme. Nous sommes dans tout sauf dans du droit, dans tout sauf la justice. Parce que le code de procédure pénale, la Constitution du Cameroun, les instruments juridiques signés et ratifiés par le Cameroun prévoient un minimum de principes directeurs de procès équitable sur lesquels Maître Donge reviendra tout à l'heure, auxquels tous les citoyens, toutes les citoyennes, quelles que soient les circonstances, doivent avoir droit. En toutes circonstances, c'est ce que dit la Constitution, on doit être traité avec humanité en toutes circonstances. Aujourd'hui, nos camarades ont déjà fait l'objet de 5 renvois de procès. Quand ils arrivent au tribunal, il y a toujours un motif. Et les motifs sont de plus en plus fallacieux. Nous comprenons que la seule volonté de ces personnes, c'est de faire durer au maximum ces jeunes Camerounais en détention dans une situation de précarité, les faire durer en détention pour qu'ils puissent payer parce qu'ils avaient un engagement différent de ce que pense le gouvernement. Et à nos jours, nous sommes prêts pour les débats depuis le premier jour, mais quand nous arrivons, souvent c'est le commissaire du gouvernement qui mène l'accusation, qui vous dit de ne pas être prêt, qui vous dit de ne pas avoir ses témoins. Souvent, c'est le tribunal qui n'est pas régulièrement constitué parce qu'au tribunal militaire, outre le magistrat civil qui siège, il faut des assesseurs. Et généralement, 2 fois sur 5, ces assesseurs n'étaient pas là. 2 fois sur 5, le commissaire du gouvernement, qui a pourtant validé l'enquête, parce qu'il est le directeur des enquêtes, que c'est l'officier de police judiciaire même, qui a validé toute l'information judiciaire, qui a enrôlé le dossier, 2 fois sur 5, il a dit ne pas être prêt pour les débats. Et nous nous interrogeons si on peut interpeller des citoyens camerounais, les garder en détention pour 1 an et ne jamais être prêt pour les débats. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons dire ce matin notre indignation une fois de plus de cette façon de faire, de dire que c'est inacceptable, de dire que nous devons tous nous indigner à chaque fois que les injustices se posent parce que nous sommes tous susceptibles d'être victimes de cet arbitraire. À nos jours, nos clients sont détenus à la prison centrale de Nouvelle et ont subi des fortunes diverses. Sont tombés très malades, comme vous allez voir sur les photos que nous avons prévues à cet effet. Et vous avez là le monsieur Télémengou,
avez là M. Télémen, qui, pour l'instant, a été opéré ou attend d'être opéré et qui, pour aller se soigner, a eu du mal parce qu'on n'avait pas, on n'arrivait pas à obtenir des permissions pour l'évacuer dans un hôpital digne de ce nom. Donc, il est à l'hôpital enchaîné finalement, enchaîné sur son lit, avec une souffrance atroce, comme vous pouvez le voir sur les photos. Donc, le dernier en date, c'est M. Nanapolis, qui a une tumeur à l'œil. Nous avons pu obtenir son évacuation à l'hôpital avant-hier, mais la situation était déjà critique quand nous avons réussi à obtenir son évacuation à l'hôpital. Donc, voilà globalement l'état des lieux. Voilà la situation que vivent ces citoyens camerounais parce qu'ils ont participé à une réunion politique. Pour la majorité d'entre eux, ils participaient à une réunion politique pour leur première fois dans leur vie. Vous imaginez bien le traumatisme qui peut en découler. C'était la première fois pour certains, pour la majorité d'entre eux, de venir à une réunion politique. Et voilà qu'ils se retrouvent embastillés pendant un an, sans être jugés, sans qu'on leur dise précisément ce qu'on a contre eux, comme élément, ce qu'on leur reproche, très indignement. Et vous pouvez imaginer ce qu'ils peuvent vivre. On ne peut qu'imaginer, on ne peut pas se mettre à leur place. Monsieur et madame, je vais passer la parole à Maître Domino, qui va essayer de nous entretenir pour un moment sur ce que c'est les principes directeurs du procès équitable, afin que vous puissiez mettre en perspective les violations que nous dénonçons, sur lesquelles Maître Dam vous reviendra plus en détail de façon spécifique au dossier, en plus de ce que j'ai déjà eu à dire. Chers confrères, vous avez la parole. Chers confrères, bonjour à tout le monde. J'ai accepté suivre cette cause à vos côtés parce que lorsque vous m'avez exposé les faits, vous venez de le faire pour l'opinion publique, j'étais sidéré. Sidéré parce que la loi que nous avons juré de défendre, le faible aux côtés duquel nous avons juré de se mettre, j'ai compris que lorsque la République commence à basculer, les droits ne sont plus révélés. Voilà pourquoi, sans donner des opinions propres, parce que je suis bien atteint, et lorsque vous exposez les faits, je suis encore plus sidéré. Ma mission consiste à dire à l'opinion publique quels sont les principes directeurs d'un procès pénal que le mouvement Stand Up for Cameroun décrit pour avoir été violé. Nous allons dire tout simplement que le premier, même si ce n'est pas le plus important, la présomption d'innocence. Ce principe est prévu par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, son article 8, qui dit que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'une décision de justice vienne établir sa culpabilité. Et ce principe n'est pas anodin parce que sinon, dans une république d'hystérie et de panique, on pourrait à tout moment embastiller et enfermer quiconque dès lors qu'on le sent dangereux pour la cause qu'on tient pour républicaine. Alors, l'on a le droit de se demander au nom de quoi est-ce que les citoyens, pour avoir participé à une réunion politique, même si on a des motifs de les soupçonner, ils ne sont que des suspects. Et comme tels, ils devraient bénéficier de ce principe de la présomption d'innocence, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est interpellé, parce que suspect dans une procédure, il y a notre principe qui se tend, c'est le principe contradictoire.
il suppose qu'on vous donne la possibilité de discuter les faits pour lesquels vous êtes poursuivi. Et cette possibilité se traduit principalement par le fait de ne pas vous dissimuler les témoignages contre vous, ne pas vous dissimuler les preuves contre vous, ne pas user des stratagèmes pour vous tendre les guet-apens, pour que vous ayez la possibilité d'expliquer sereinement, en tout cas les raisons qui font peser la suspicion sur vous. Mais lorsque vous êtes surpris par une interpellation, sans aucun mandat, permettez-moi de dire mon masque, sans aucun mandat, et même s'il y en avait, sans vous donner la possibilité, une fois au lieu de votre détention ou de votre garde à vue, de vous communiquer les faits pour lesquels vous êtes poursuivi. On vous retient de manière dissimulée aux yeux de votre mouvement politique, aux yeux de vos familles, il y a matière à crier au scandale. Donc, j'ai, comme avocat, accepté suivre ou défendre ces citoyens camerounais parce que les violations sont criables et c'est désolant pour notre République pour reconstruire. Après le principe du contradictoire, nous avons un autre principe, celui du droit à l'assistance d'un conseil ou d'un avocat. Il est inadmissible qu'une procédure judiciaire soit ouverte contre des personnes pour des faits aussi graves que ceux qui ont été évoqués sans leur donner la possibilité de se faire représenter par des avocats. C'est tout simplement inacceptable. Il y a également le principe de la charge de la preuve. Il est vrai que ce principe se ressemble dans l'explication, mais la charge de la preuve incombe à celui qui vous accuse. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accepter qu'une personne qui est déjà face à une puissance étatique 1000 fois plus forte qu'elle, et lorsqu'il est poursuivi et détenu, on lui demande à nouveau de prouver qu'il est innocent. Cela trahit l'idée même de justice. Il appartient à ceux qui vous accusent d'apporter les éléments de votre culpabilité. Et même quand ils apportent ces éléments, ils doivent vous permettre de discuter parce que ressemblance n'est pas raison. Il y a également la comparution libre. Lorsque vous êtes poursuivi par des faits, aussi accablant soit-il, la loi vous donne des éléments de comparution libre. C'est vrai, c'est conditionné parce qu'il faut apporter les garanties de votre future comparution ou bien à chaque fois qu'on a besoin de vous, que vous garantissiez votre présence. Mais ça ne voudrait pas dire que le refus doit être systématique. Et nous constatons, chaque fois qu'il s'agit d'un parti politique, ou bien des personnes qui sont contre l'ordre, du moins, qui sont contre la pensée unique qui s'est instaurée depuis notre capitale, vous êtes refusé toute possibilité de liberté. Pourtant, être poursuivi libre ne veut pas dire que vous n'aurez pas de prison si vous êtes condamné. C'est juste pour éviter qu'il y ait des préjudices irréparables si au soir de la sentence, le tribunal vous reconnaît comme innocent. Nous avons parmi tous ces principes également le respect des droits des suspects lors de son interpellation, de son arrestation et de sa détention. Et je pense que c'est où j'ai coulé une larme, parce que quand je comprends qu'un citoyen plus jeune que moi, né en 95 quand même, il est détenu parce qu'il a pensé autrement que les autres. Et que lorsqu'il est interpellé, on ne lui permet même pas de se soigner quand il est malade. Mais quelle république voulons-nous construire? Comme avocat, c'est révoltant. Et si je dis mes opinions propres, j'ai craint de ne même pas pouvoir arriver chez moi. En tout cas, je n'avais pas peur. J'ai prêté seulement devant le fait. Et pour le cas présent, Maître Divin, il va faire beaucoup de politesse, je comprends. C'est l'un des premiers cas que j'accepte en pareille circonstance. Parce que nous tous, tellement c'est rigide en face que nous avons tous pris peur. Mais je voudrais inviter l'opinion que vous êtes, ou du moins que vous représentez, à cesser d'avoir peur. Si nous ne nous dévalons pas aujourd'hui, qui le fera à notre place? Nous aurons d'autres apports plus que demain, pour un motif ou pour un autre. Sur ce, confrère, je te remercie. Merci, chers confrères, pour ce rappel un peu ramassé.
passé, je pense que nous regrettons plus en détail lors des échanges avec la presse s'il y a des concepts et des principes que vous souhaitez être mieux explicités. Je crois que le confrère est disponible et d'autres ici pour pouvoir apporter leur contribution afin que nous fassions ensemble œuvre de pédagogie. Donc, peut-être pour terminer dessus, il faut rappeler que les citoyens doivent être jugés dans un délai raisonnable. Donc, vous ne pouvez pas tirer en long et éterniser un procès, surtout lorsque les gens sont en détention provisoire, alors que c'est vous qui avez engagé les poursuites, c'est vous qui êtes l'accusation, c'est vous qui dites avoir des éléments concomitants qui prouvent que les uns et les autres sont dans les liens d'une prévention d'une infraction. Donc, sur ce, je vais passer la parole à Maître Tanfou, qui est l'avocat qui était aux premières heures de cette affaire, et qui va nous expliquer à peu près les dysfonctionnements qui ont émaillé cette procédure dès l'interpellation de nos clients, en passant par l'enquête préliminaire, l'information judiciaire et le procès en cours devant le tribunal militaire. Chers confrères, gloire des flots. Bonjour à tout le monde et merci, chers confrères, de me donner la parole dans ce cadre, de vous expliquer que vraiment souvent on se demande si le Cameroun est vraiment un état de droit, comme on chante tous les jours. Vous avez exposé les circonstances. Voyez-vous, ce sont des Camerounais qui ont le malheur d'avoir peut-être pensé qu'ils pouvaient assister à une réunion. En chemin de retour dans leur domicile, on les interpelle dans une station comme ça. Personne que vous ne pouvez même pas identifier. Ça veut dire que si c'était peut-être un kidnapping, c'est qu'on vous a fait et vous êtes parti. Donc, voilà des gens qu'on les interpelle sans document. Et on vous amène dans un lieu où il faut fouiller toute la République avant de pouvoir les trouver. Et lorsque on arrête un citoyen camerounais, je pense que son premier refuge, c'est qu'on lui permette d'appeler soit un membre de la famille, ou bien un conseil, ou un avocat. Dans le cadre de ces personnes qu'on a interpellées le 18 septembre, tout cela les a été refusé. Même moi, l'avocat, ce jour-là, vers les 19h, puisque c'est vers 18h30 ou 19h qu'on les a amenés, j'ai fouillé partout. Ce jour-là, je ne les ai pas vus. Quand j'ai pu les localiser, c'est déjà tard. Je reviens le lendemain, le 19, impossible de les rencontrer. On dit, mais vous n'avez pas votre place ici. Vous initiez les requêtes à vos autorités, à l'air supérieur hiérarchique. Personne ne réagit. On les auditionne comme ça, sans avocat. Ils nous racontent qu'on les torture d'accepter une position qui les arrange. C'est comme ça que c'est à peine que le 19, on a pu entrer en contact avec eux et ils avaient déjà donné la déclaration. Ils ont même insisté qu'ils ne pouvaient pas parler sans la présence de l'avocat. On les a brutalisés. Donc, après cela, on les a déférés devant le commissaire du gouvernement. Ce sont des civils. Et je vous rappelle, c'était le 18, avant même une marche projetée qui était prévue pour le 22 septembre. Donc, on les défait même ce jour-là, le 22 septembre, le jour de la marche, et c'est comme ça que le soir, on les envoie en prison. Donc, pendant cette période-là, moi, l'avocat qui a suivi le dossier, je me suis ressenti impuissant. Parce que même quand vous êtes malade, je pense que vous avez en face un médecin, vous pensez que le médecin peut vous sauver. J'ai été impuissant de les apporter le soutien légal qu'ils avaient besoin. Mais je suis resté optimiste, pensant que devant la procédure d'information judiciaire, on pouvait amener le juge d'instruction à comprendre qu'effectivement, il n'en est rien. L'enquête a été biaisée depuis
police, depuis la gendarmerie, jusqu'à la gendarmerie, c'était une enquête, que ça a été visé, mais le juge d'instruction n'a même pas voulu nous comprendre. Nous avons même initié une requête de mise en liberté provisoire. Il a systématiquement rejeté. Et avec l'ordonnance de renvoi devant le tribunal, il s'est accroché sur des infractions de révolution, de conspiration et d'insurrection. Vous voyez, ce sont des infractions qui sont régies par le code pénal. Et pour prendre seulement la révolution, la peine, c'est un emprisonnement à vie. Donc, ce sont des infractions très, très sérieuses. Bon, nous, je continue à garder le moral et les autres avocats qui vont rejoindre dans le dossier. Bon, effectivement, le dossier va s'ouvrir et que nous tous, on puisse écouter les parties et s'ils ont tort, on puisse les juger et les condamner. Mais malheureusement, devant le tribunal, on nous traîne en bateau. C'est de renvoi à renvoi. Et dans ces circonstances, moi je pense que nous sommes en train d'aller vers un déni de justice. Vous n'allez pas arrêter des gens, vous les gardez, ça fait presque déjà 1 an. Ils bénéficient de toutes les garanties, des principes même du droit, la présomption d'innocence et tout qui va avec, mais vous les traitez déjà comme des condamnés. Donc je pense que c'est ce qui a beaucoup motivé notre sortie par cette voie de communication pour vous expliquer qu'aujourd'hui, nous sommes en train de crier pour cela, demain ça pourrait être tout. Donc nous sommes dans un pays où tu ne veux même pas penser que ce n'est pas un pays de droit, mais c'est ce qui est devant toi. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes face à un déni de justice. On ne veut pas les juger. Je ne sais pas quelles sont les motivations, qui sont ceux qui sont derrière ces manigances, parce que les motifs de renvoi, quand vous êtes dans un dossier normal, ça se motive. Mais si ce n'est pas le commissaire du gouvernement qui n'est pas prêt, celui qui a la charge, celui qui les a envoyés en prison, il te dit qu'il n'est pas prêt. Tantôt, il te dit que ces témoins ne sont pas disponibles. Si ce n'est pas lui qui joue à ce jeu de cache-cache, c'est la juridiction elle-même. Soit les assesseurs qui sont censés accompagner le juge qui tient le dossier ne sont pas là, ou il y a toujours une excuse. Donc, je pense, et je vous dis, le prochain renvoi, c'est pour le 15 septembre. Et je pense que cette conférence est un message aussi fort parce que nous, on ne doit pas continuer à quitter les Camerounais comme si nous étions dans un autre pays étranger. Si c'est ce que la justice camerounaise veut nous faire comprendre, ça ne sert donc à rien de faire ce cinéma, se rendre ridicule et nous perdre du temps. Lorsque vous attrapez les gens, s'il faut les tuer vivants comme vous êtes en train de le faire là, c'est mieux, on comprend. Donc, moi je dis, je suis vraiment très très scandalisé et je souhaite que ceux qui ont la charge de juger ces personnes, qu'ils s'appliquent. S'ils sont coupables, qu'ils les comprennent. S'ils sont innocents, on les rate. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que une marche projetée pour le 22 septembre, vous arrêtez des gens indiscutés, même pas dans le lieu de la réunion, mais dans une station. Et vous voulez coller des étiquettes aussi très très graves comme infraction. Donc moi je pense qu'il y a violation des droits à tous les niveaux et qu'il est temps que cela cesse. Donc l'audience qui va s'ouvrir le 15 septembre, je pense, parce que depuis le premier jour, nous avons toujours été prêts à ouvrir les débats, mais c'est la justice qui joue à une fuite. Donc je pense que tout a été dit. Vous êtes au courant des difficultés que nous suivons dans le dossier. Ce n'est pas que les avocats ne sont pas, nous sommes impliqués depuis, mais il y a une barrière rigide en face. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Merci, chers confrères, pour ce propos préliminaire, puisque les échanges pourront aller plus en profondeur. Donc nous pouvons retenir qu'à toutes les étapes de la procédure, nos clients ont vu leurs droits fondamentaux bafoués. Ils ont été interpellés sans mandat, ils ont été interpellés avec une brutalité inouïe, disproportionnée, parce qu'ils n'ont pas opposé une résistance particulière, ils n'en avaient pas d'ailleurs les moyens. Ils ont été détenus au secret pendant plusieurs jours, sans pouvoir avoir accès à leurs conseils ou aux membres de leur famille et à
à des traitements sans pouvoir voir un médecin. Ce n'est pas faute d'avoir été. Par la suite, ils sont détenus depuis plus d'1 an sans être jugés, ce qui atteint leur droit au procès à être jugés dans un délai raisonnable. Et ils sont traités comme des personnes qui sont déjà condamnées alors qu'ils sont présumés innocents, dans la mesure où leur culpabilité n'a pas encore été rapportée au-delà du doute raisonnable dans un procès où ils ont eu droit à leur défense. Donc voilà globalement la situation dans laquelle se trouvent nos clients. Mira Angoul, Étienne Kama, Moussa Bello, Télé Bembou et Colis Nana. Nous allons passer la parole à présent à la plus ancienne d'entre nous, Maître Takounté, qui représente ce matin la plateforme de la société civile, qui va nous parler des conditions dans lesquelles ces citoyens camerounais sont devenus de façon spécifique et de façon plus générale les conditions dans lesquelles les Camerounais sont devenus dans nos pénitenciers. Et nous allons clôturer nos propos liminaires en disant ce que nous attendons de l'opinion, ce que nous attendons de la presse, ce que nous attendons des autorités militaires et judiciaires. Faites afficher, vous avez la parole. Merci Thierry de me passer la parole. J'avoue que si j'avais à recommencer, j'aurais choisi d'intervenir avant tout le monde. Parce que ce que je viens d'entendre là a bousculé ma température. Alors que je suis également cette affaire depuis le début. Je suis de ceux-là qui, à un moment, ont cherché à rencontrer ces enfants, mais l'accès m'a été interdit. Et au regard du récit, je constate tout simplement que ces enfants sont victimes de ce qui convient d'être appelé braquage judiciaire. Ils sont victimes d'un braquage judiciaire. Ils ont même été victimes d'un mensonge judiciaire parce que je me rappelle qu'au cours d'une de ces audiences, le motif de renvoi, c'était la comparution de ces enfants qui étaient pourtant en salle d'audience. La comparution de ces enfants et leur conseil. Tout à l'heure, Maître Tanfou a parlé de la fuite de la justice. C'est vrai, en tant qu'intellectuel, on peut parler de la fuite, mais en réalité, moi je crois que la justice ne fuit pas. La justice fait ce qu'elle veut faire. La justice vous torpille comme elle veut torpiller. En réalité, on se retrouve là dans le cadre d'une torture. Même si certains éléments ne sont pas constitués, il y a la torture. Ces enfants ont été arrêtés irrégulièrement et ils sont retenus irrégulièrement. Et vous m'avez donné la mission de parler des conditions dans lesquelles ils vivent. Et comme vous l'avez si bien dit, la société civile, je voulais parler de la plateforme de la société civile dans le littoral, observe la société, est au courant de ce qui se passe et suit particulièrement le cas de ces enfants. Et l'opportunité est donc donnée à cette plateforme de rappeler les conditions dans lesquelles nos prisonniers vivent, parce que ça, c'est des cafards, mais ils subissent les mêmes irrégularités, les mêmes traitements néfastes que la plupart de nos prisonniers. Je voudrais indiquer que quand vous êtes en prison, en fait, si vous aimez quelqu'un, si vous croyez que quelqu'un est encore un être humain, évitez-lui la prison, particulièrement au Cameroun. Peut-être qu'au Gabon, il en est autrement. Mais quand il s'agit des prisons au Cameroun, faites attention. Ma mère disait, si tu as pitié de quelqu'un, ne l'envoie pas en prison. Et la seule prison qu'elle connaissait, c'était la prison de Lebel. Et curieusement, c'est la prison dans laquelle j'ai le plus travaillé. Je vais vous faire observer que dès l'entrée en prison,
vous êtes victime de la corruption. Parce que la loi voudrait qu'on vous fouille pour être sûr de ce que vous ne détenez pas une arme ou quelque chose. Le gardien qui vous fouille, vous dépouille. Il finit par prendre votre argent. Je le dis parce que j'ai eu à intervenir à arracher des mains d'un gardien de prison la somme d'argent qui était détenue par une de mes clientes. Heureusement que pendant qu'on la transportait du tribunal de première instance de Bonadio pour la prison, je lui ai dit donne-moi ton argent. Elle m'a donné ce qu'elle avait. Je l'ai laissé avec 3000 francs. Je croyais que ce n'était rien pour qu'un prisonnier, gardien de prison prenne le risque d'arracher. Mais une dame a carrément récupéré cet argent. Et comme je ne pouvais pas me laisser faire, j'ai tenu la main de la gardienne, j'ai récupéré cet argent. Et en dehors de l'argent, il y a les bijoux. Vous arrivez à la prison avec vos montres, on enlève, on vous dit vous n'entrez pas avec ça, on va donner à votre famille ou bien on va venir vous donner ça dans votre cellule, vous ne retrouvez pas. Et par la suite, quand vous entrez en prison, tant pis pour vous si vous êtes pauvre, vous allez payer le martyre de l'enfer à la prison. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous y accédez, il y a la cellule numéro 1. Si vous n'avez pas d'argent pour qu'on vous place ailleurs, vous allez à la cellule numéro 1 qui est comme la poubelle, je voulais dire la pourriture de la prison. Parce que y étant, vous êtes tenu de faire ce qu'on appelle corvée caca. La corvée caca consiste à faire la vidange des fosses avec les seaux. Et je ne vous dis pas qu'on vous donne les gants. Non, vous n'avez pas droit aux gants, ça sort d'où il n'y a pas d'argent pour ça. Alors que l'État camerounais a l'obligation d'entretenir les toilettes de nos prisons. Qu'est-ce qui se passe, nous ne comprenons pas. Il m'est arrivé de me retrouver c'était à la prison de Fou. Et pendant que nous essayions de les sensibiliser, l'un des détenus est venu dire oui, j'ai volé, je reconnais que j'ai volé, voilà mes mains. Mais est-ce qu'on m'envoie en prison pour me tuer? Je vous dis que ce type avait des croûtes, ce n'était pas la gare, des croûtes sur les deux mains. Et nous retrouvons ces situations, même à la prison de Neubel, où nos enfants sont détenus. Ce n'est pas normal. Alors, après, et quand je vous ai parlé de la corvée caca, c'est ça que les gars appellent corvée caca. Donc, quand vous n'avez pas pu payer pour vous retrouver à la cellule 18 ou bien une cellule moins coûteuse, vous faites la corvée caca. Et ça, jusqu'au jour où vous serez en mesure d'aller dans une autre cellule. Ce qui veut dire que tant que vous y êtes, vous ferez la corvée caca tous les jours de votre vie. Est-ce que c'est des animaux? Est-ce que parce qu'on est à la prison de Neubel ou dans toute autre prison, on devient un animal? Alors, en général, nos enfants qui se retrouvent en prison restent debout. Je veux parler de ceux-là qui ne peuvent pas se payer le luxe d'une cellule de 18 ou bien la cellule des postes, c'est quoi? C'est la 18 ou alors la cellule des femmes. En général, ils sont debout et ils ont l'habitude de dire Papa got no senam. No senam. Ceux qui vont en prison savent ce que ça veut dire. Papa got no sen rain. Papa got n'envoie pas la pluie. Parce que quand il pleut, c'est plus compliqué, c'est l'enfer. Les gars sont debout parce qu'ils n'ont pas de couchette. Et étant debout, quand la pluie arrive, la vidange se fait systématiquement, c'est-à-dire toute la merde sort des toilettes et se déverse partout. Donc les gars sont debout sur la merde, sur les selles, je veux dire. Est-ce que c'est encore des êtres humains? Il faut que ça change. Alors, et je disais déjà que les pieds sont dans la merde. Et pour se laver, parfois c'est compliqué. Il y a combien de détenus dans nos prisons? À la prison de Neubel, ils sont plus de 3500. Il y a combien de toilettes? Il m'est arrivé d'y aller, voulant saluer mes clients. Ce n'était pas pour le compte de la société civile. Et les gars, je tends la main, ils me disent non, la main, on ne peut pas te servir. Je dis pourquoi? Ils me disent qu'on ne s'est pas lavé depuis 3 jours. Et je dis mais pourquoi? Ils me disent la main, l'eau est rare. Et il y a un robinet, ça coule petit à petit. Et parfois, tu finis de puiser ton eau et un grand sort, il vient prendre ton eau. C'est la règle, c'est la jungle. Et c'est comme ça que les êtres humains vont passer des jours sans pouvoir se laver. Et déféquer également, hein, et je vais parler comme eux, c'est-à-dire faire les selles en prison, par moments c'est compliqué parce qu'il faut payer.
j'ai eu le malheur de connaître quelqu'un d'autre qui est venu et me dit, mais ma mère, pardon, donne-moi 100 francs. Je n'avais plus d'argent, j'avais déjà distribué le peu que j'avais. Il me dit, je veux chier, supporter le langage. Je veux chier. Je dis, je n'ai pas 100 francs. Chier, comment? Et il faut payer. Il me dit, il faut payer. Et j'ai mené mes enquêtes. Effectivement, il fallait payer pour avoir accès aux toilettes. Ça veut dire que tout constitue un fonds de commerce dans nos prisons. Pour te laver, tu dois payer. Pour faire tes besoins naturels, pour faire caca, tu dois payer. Et quand j'ai mené mon enquête, il s'est avéré que c'est l'une des autorités de la prison qui percevait ces frais de caca. Alors, et même pour manger, hein, l'État donne et le maïs et du haricot. Leur repas quotidien en général, c'est ce qu'on appelle kontiak. Mais en réalité, ce n'est pas le kontiak parce que vous avez des grains de maïs et parfois quelques grains d'haricots parsemés. Parsemés. Et parfois, ils n'ont même pas de bol. J'ai trouvé des prisonniers pour se battre. Ils se battent pour avoir accès au repas. Et quand on leur met ça ici, ils sont obligés de faire ça parce que ça chauffe, c'est brûlant. Mais il ne peut pas ne pas prendre. Il est obligé de prendre ce risque-là, recevoir le repas brûlant dans sa main et il balance, il balance, il balance. Parfois, ces repas ne sont même pas salés. Nous trouvons des prisonniers en train de piler le maïs. Je dis, gars, c'est quoi ça? Il dit de la mer, le sel. Il n'y a même pas de sel dans ça. Il pile pour manger. Qu'est-ce que ça coûte à l'État du Cameroun d'offrir un bol à tous les prisonniers? Je parle d'un bol. Il y en a qui coûtent 50 francs. Il y en a qui coûtent 50 francs. Et le malheur, c'est que parfois, nous agissons dans certaines prisons et quelques temps après, ces bols disparaissent. Nous avons également la difficulté que ces gars ont pour se soigner. En dehors des médicaments que l'État donne, il y a des associations qui apportent les médicaments en prison. Les témoignages que nous avons révèlent que les infirmiers de la prison ont leur box de vente de médicaments dehors, ou tout au moins les clients les plus fidèles. Donc, ils prennent les médicaments pour aller vendre en dehors des prisons. Moi, j'ai connu un enfant qui avait été abusé, sodomisé et balancé dans la cour de la prison. Il a fallu que je cogne fort pour que le gars soit admis à l'hôpital de la prison. Ce qui n'était pas normal. Donc, si vous n'avez personne pour parler pour vous, si vous n'avez pas d'argent pour donner en prison, on ne va pas vous donner. Même si vous avez un pied qui pourrit, qui est manifestement infecté, on va vous donner le paracétamol. Est-ce que le paracétamol tue les microbes dans un corps? Il m'est arrivé de trouver des gens en prison, malades. Malades. Et je dis, chef, là, c'est quoi? Il me dit, maître, on attend. Je dis, on attend quoi? Il me dit qu'il meurt. Effectivement, le lendemain, quand je reviens, le prisonnier est mort. Est-ce qu'on va en prison pour mourir? Est-ce qu'on va en prison pour mourir? L'image que j'ai vue tout à l'heure, voilà l'une des images que vous voyez là. On dit qu'il a une tumeur à l'œil. Est-ce que la prison est suffisamment équipée pour le sortir? Est-ce que la prison a le plateau technique nécessaire pour soigner quelqu'un comme ça? Et le drame, c'est que vous ne pouvez pas vous lever le matin et espérer le sortir de là pour le faire interner. La procédure est assez compliquée. Est-ce que aller en prison, c'est le droit à la mort? Nous disons non. Nous disons non. Et il y a une espèce de promiscuité qui est comme entretenue dans nos prisons. Vous n'ignorez pas que la prison de Lebel était construite pour 700 ou maximum 800 personnes. Et en état actuel, ils sont plus de 3500. Imaginez comment 3500 personnes peuvent se retrouver dans une prison. Est-ce que c'est juste? Celui-là particulièrement, il est arrivé ici pour à Stanford pour la première fois. Vous avez même dit tantôt qu'ils sont en prison pour leur opinion politique. Et ils ont parlé de quoi? Ils savaient que la politique, c'est quoi? Il est arrivé ici pour la première fois. Et aujourd'hui, il est poursuivi pour ces grosses infractions que vous avez entendues. Dans nos prisons, les cellules des mineurs sont prévues. Mais nous retrouvons parfois
au milieu des majeurs, au milieu des délinquants d'habitude, des enfants mineurs, juste parce qu'on estime que, en tant que récidiviste, il ne peut plus rentrer à la cellule des mineurs. Est-ce que le fait qu'il soit sorti, qu'il ait commis la même faute, enlève son âge réel? Pourquoi l'exposer à ces grands bandits, à ceux-là qui n'ont plus rien à perdre? Nous croyons qu'il y a quelque chose à faire. Vous devez vous lever pour la situation de vos prisons. Et s'agissant des malades mentaux que nous trouvons dans les prisons, je ne peux pas compter. J'ai, par la grâce de Dieu, visité certaines prisons, même en dehors de notre pays. C'est un peu partout au Cameroun que vous trouvez les malades mentaux. Est-ce qu'on soigne les malades mentaux dans les prisons? Et ils n'entrent pas la blague dedans pour quelque temps. À la prison de Nevers, j'en ai trouvé, j'en ai fait sortir. De passage dernièrement à la prison de Balmayo, j'ai sorti un malade mental qui y était depuis 5 ans. Vous lui demandez son nom, il rit aux éclats. Ton père, c'est qui? Il rit aux éclats. Il ne comprend rien. Mais il était quand même dans cette prison depuis plus de 5 ans. Et il devait être jugé, son dossier n'était nulle part. J'ai dû faire des billets, des grues pour aller le faire juger au tribunal de Goumou. Moi, je crois qu'il y a quelque chose à faire. Et le comportement de la justice dans le cadre de cette affaire rentre dans ce que nous avons l'habitude d'appeler lenteur judiciaire. Ce n'est pas des lenteurs accidentelles. Il s'agit ici de lenteurs bien organisées, bien entretenues. Même quand Fouad dit que c'est un déni de justice, non, mais c'est même un choix de vous maltraiter. C'est un choix de vous torturer. C'est une façon de dire, on s'en fout de vous, vous allez faire quoi? Il m'est arrivé de travailler avec certains anciens prisonniers qui disaient, Maître Chakounté, les prisons au Cameroun sont des mouroirs. Ils avaient raison. Mais moi, je dis, avant de parvenir à l'étape de la mort, les prisons deviennent pour vous des centres d'animalisation de l'homme. Parce que vous entrez là-dedans comme des personnes et on réussit à vous faire croire que vous êtes des animaux. On vous traite comme des animaux. D'ailleurs, je ne connais pas un seul animal qui soit obligé de ramasser la merde avec ses mains. Je n'en connais pas. Même le chien, quand il a déféqué, il laisse là, il part. Je n'en connais pas. Mais on vous dit que nos compatriotes, nos détenus sont obligés d'utiliser leurs mains avec des seaux pour faire la vidange. Mais il y a lieu de pleurer. J'ai envie de faire le deuil pour ma nation. Mais heureusement, je suis une femme de foi et nous avons des personnes de foi. Nous croyons que Dieu qui a créé le Cameroun ne va pas nous abandonner dans ce système moribond et tueur. Je préfère m'arrêter là parce que... Merci, chers confrères. Je pense que vous exprimez suffisamment édifiant et pas besoin d'en rajouter. Je pense que si les compatriotes qui sont ici ont un temps soit peu faire un tour dans les prisons, ils pourront très bien se retrouver dans tout ce que vous avez exprimé, dans tout ce que vous avez expliqué, tirer de votre longue expérience dans ce milieu. Nous allons passer la parole à la représentante des familles des détenus qui dira un mot et on va passer aux échanges avec la presse. Madame Chama. Madame Chama qui est la mère d'un des détenus. Et ensuite, la mère de Moussa Bello dira aussi un mot. Et après, par la suite, nous passerons aux échanges avec la presse pour clôturer la décision. Non, ce n'est pas bon ici. Allez. Maman, tu parles un peu fort, pardon. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole.
On est prêt. Vous êtes prêt. Tu peux voter pour les autres. Maman, oui. Maman, tu peux aller un peu fort. Est-ce qu'on peut? C'est bon. C'est bon? C'est bon. Merci. C'est bon. Je vous remercie. Nous, je suis la mère de Etienne Tchapa, Esther. Je vous remercie d'avoir pensé à ces enfants-là, parce que ces enfants, ce sont nos enfants. Ils sont tous mes enfants. Donc, je représente les mamans qui ne sont pas à présent à Douala. Je ne sais comment vous dire. Les enfants. Je vous remercie d'abord de ce que vous faites pour ces enfants-là. Parce que ça a été trop difficile pour nous, les parents. Pour voir même ces enfants-là, là où ils étaient coffrés, on n'a pas eu moyen. Mais depuis un an, je vois tout ce que vous faites pour ces enfants-là, pour nous, les parents aussi. Parce que on a été incapables moi, personnellement, j'ai été incapable d'aller voir même quelqu'un pour m'aider. Désolé que nous ne sommes pas là. Parce que la façon, je suis allée telle. Il m'a dit que non. Je ne dois pas mettre mes pieds là-dedans. J'ai demandé si ces enfants-là ont tué les gens ici avant de les amener en prison. Je suis allée. Le moment que je suis allée voir mon enfant, je lui demande que dis-moi la vérité. C'est moi qui est ton père, c'est moi qui est ton Dieu. Dis-moi ce que vous aviez fait là-bas avant qu'on vous amène ici. Il me dit que maman, on n'a pas tué. On n'a pas volé. Mais seulement en tête que je ne peux pas te mentir. On n'a rien fait. On était là, on nous a brutalisés, on m'a amené ici. J'ai voulu ne pas signer le procès verbal. Ils m'ont obligé, ils m'ont cogné par la tête. Ils ont commencé à nous taper. Que si on ne signe pas, vous allez voir, vous allez faire plus de 10 ans ici en prison. À la prison, on était obligés de signer. Ils nous ont obligés de signer. Je lui ai demandé que pourquoi tu n'as pas signé. Tu étais quand même à l'école. Comment on s'y dit que maman, c'est moi-même, on m'a brutalisé. Tout ce qu'elle peut vous dire, je vous remercie beaucoup. Malgré tout ce que les efforts que vous faites pour au moins que tous les Camerounais entendent. En tout cas, je ne parle pas de notre régime. Je ne peux pas parler de ça parce que là où il est là, on peut décider même qu'on peut le finir là-bas. On peut les finir. Parce que du moment que tu peux voir une personne, on te dit, hey, on m'a demandé de ne même pas mettre pied là-bas. Aidez-nous comme vous avez commencé, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous remercie beaucoup avec tout ce que vous faites depuis un an aujourd'hui. Je demande seulement l'aide qu'on vous aide aussi à faire sortir ces enfants-là. Je veux seulement la liberté de mon enfant. Mon enfant n'avait jamais fait la politique depuis qu'il est né. Son père est mort, il n'avait même pas 3 ans. Je me suis battue jusqu'à aujourd'hui. Ayez pitié de nous. Merci, maman.
Nous comprenons que c'est très dur. Nous comprenons. Nous allons prendre le témoignage de la maman de Moussa Bello et nous allons passer aux échanges avec la presse par la suite. Tu peux atteindre ici. Oui, pour avoir l'angle, oui, c'est mieux. Attends l'échange de chaise. Ensuite, nous aurons les échanges. Ici. Okay, it's good. Maman, vous avez la parole. Bonjour, c'est là qu'on a vu pour la réunion des enfants là. Je veux dire, ce que vous faites là, ce n'est pas petit, c'est une bonne chose. Parce que moi, je ne peux pas vous dire rien. Je ne peux pas vous dire rien, c'est seulement je vous remercie. Je suis la mère de Moussa Bello. Je suis celle, le père de même décédé, ça fait 1 an aujourd'hui. Je n'ai seulement personne qui va m'aider. Parce que le jour que Moussa était à la maison, elle est venue me dire que la mère, je m'en vais pour faire la réunion. Je me dis que ok, bonne chance alors à nous tous. Parce que je connais Moussa ne cherchait pas le problème. Depuis que Moussa est né, Moussa ne cherchait pas le problème. C'est Moussa lui-même, il va chercher ce qu'on va manger. C'est Moussa même, il cherchait ce qu'on va même prendre un petit déjeuner le matin. Aujourd'hui, c'est moi que je cherche pour aller donner à Moussa. Je n'ai seulement personne qui va m'aider. Le matin arrive, je pense ce que je vais aller donner à l'enfant. Tantôt, je cherche ce que je vais préparer, mais le sauter. Je n'ai pas ni donné. Avant de partir là-bas, je cherchais même 5 000. Le 5 000 là, ça ne suffit même pas. Parce qu'avant d'entrer, je vais payer la porte, je vais payer le carnet, je vais payer le ticket. Tantôt, je marche au pied pour rentrer à la maison. C'est ça, je vous dis pardon. Je n'ai pas fait ça que va m'aider. Je suis seule. Même ma famille est bon. Maman m'a accouché à 9. Je suis une seule fille. Tous mes frères sont déjà morts. Ça reste moi seule. Là où vous me voyez là, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Je vous remercie beaucoup. Donc ce n'est pas facile pour vous. C'est ça que je vous dis. Merci maman, on comprend. Vous voyez vous-même l'état de détresse dans lequel se trouvent les familles de nos clients. Et on le rappelle, sont injustement détenus, embarqués depuis bientôt 1 an, pour simplement avoir participé pour la majorité d'entre eux pour la première fois à une réunion d'information politique. Il est venu donc le temps des échanges avec la presse. Si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous souhaitez qu'on approfondisse, nous sommes tout à fait disposés à échanger, à répondre à vos questions. Et par la suite, nous allons clôturer cette conférence de presse éventuellement par des interviews si vous le souhaitez. Donc, vous présentez vos organes de presse et vous posez vos questions. Merci. Pour m'épauler devant ces jeunes frères en l'air qui sont baptisés dans leur engagement. C'est un devoir pour moi. Et j'imagine pour les problèmes que nous vivons dans ce pays, c'est larmes qui cessent, qui sont versées. Et je me demande où est-ce que nous allons arriver à tout ça. J'ai 2 préoccupations. Avant de les poser, je voudrais effectuer un témoignage par rapport à ce que Maître Tchakoun venait de lever sur cette condition. Je voudrais dire que tout est
même la simple visite, tout est organisé de telle sorte que même la simple visite en prison soit un problème. Parce que j'ai lu à dire ça. Imaginez, vous voulez rendre visite à un détenu en prison. Il y a plusieurs barrières que vous devez franchir pour payer. Vous allez payer ces carte. Une fois, je me suis retrouvé là et j'ai dépensé près de 5 000 francs. Même quand vous franchissez toutes ces barrières, vous entrez à la prison pour voir la personne pour laquelle vous êtes venu en prison. Il y a quelqu'un que vous devez payer pour qu'il aille chercher. Tout est organisé pour même la simple visite est difficile. Avant cela, j'ai une amie qui m'avait invité, elle devait faire une messe, un culte, après lequel elle devait faire un don. Alors j'étais le seul journaliste qu'elle avait convié. Nous avons normalement assisté au culte. Alors, comme il faut laisser sa pièce d'identité à l'entrée, il se trouve que ces gens ont regardé ma pièce et ont vu que j'étais journaliste. Alors ils ont signalé ça au régisseur. Le régisseur a conservé. Quand je sortais, le régisseur m'a appelé, il m'a demandé qu'est-ce que vous êtes venu faire ici. Excusez-moi, monsieur le régisseur. Je suis venu là, j'ai fait appeler celle avec qui m'a fait venir en prison parce qu'elle était là pour un but bien précis. C'était pas que je lui ai dit tout simplement, monsieur le régisseur, n'ayez crainte, je ne suis pas venu faire un reportage, je suis venu juste accompagner cette dame qui est venue faire en prison. C'est comme ça que je m'en suis sorti ma carte. Donc, maintenant, par rapport à cette préoccupation, Thierry Diffen a apporté une précision tout à l'heure, selon laquelle ces 5 jeunes ont été arrêtés. Certes que le mouvement stand-up était certes solidaire, le marche du 22 septembre, était certes solidaire, mais qui n'entendait pas participer à cette marche. Alors, la question que je vais poser, est-ce que vous avez eu l'occasion de porter cette information à ces bourreaux? Parce que quand je parle des bourreaux, cela comprend ceux qui les ont appréhendés, cela entend les juges, ceux qui les jugent et ceux qui les gardent. Est-ce que vous avez eu l'occasion de porter ces informations à ces bourreaux? Si oui, quelle était leur réponse? Deuxièmement, nous avons appris au hier qu'il y a un collectif d'avocats qui va observer un mouvement de débrayage. Je raconte qu'ils ont déposé leur ordre. Est-ce que vous avez le sentiment que ce mouvement de débrayage des avocats peut apporter la pression à toutes ces personnes qui sont illégalement détenues, que ce soit ces jeunes, les militants du MRC et même certains prisonniers politiques de la crise dans le Nord-Est? Je vous remercie. Merci, mais vous avez oublié de nous dire le nom et le nom. Excusez-moi, je devrais commencer par là. Je suis Audrey Tchokoa du Message. Audrey Tchokoa du Message. Merci, monsieur. Je crois que nous allons répondre à ces 2 questions. On prend une deuxième et on répond. Ok, allez-y. Votre nom, votre organe de presse. Je suis Patrick Trinkan, Radio Bonne Nouvelle. Radio Bonne Nouvelle. Je voudrais savoir une chose. Est-ce qu'on dirait, c'est-à-dire qu'il s'agit là d'un procès politique? Parce que je n'ai entendu cela de la bouche d'aucun de vous. Est-ce que c'est par prudence ou est-ce que c'est parce que ça n'est pas encore le cas? Deuxièmement, est-ce que le fait d'associer la presse ne risque pas de compliquer le sort de ces gens? Parce qu'on a souvent entendu la dernière fois des policiers qui ont dit, on tire dessus, allez parler à un média, je ne nomme pas le média. Est-ce que ça... Est-ce que ça ne pourrait pas s'avérer contre-productif? Merci pour vos questions.
commencer à faire une précision. Nous avons dit tout à l'heure dans l'exposé liminaire que Stand Up for Cameroun, qui est un mouvement politique non partisan ou transpartisan parce qu'il regroupe plusieurs partis politiques, le CPI, le PCDFIDEL, plusieurs associations, organisations de la société civile, réaffirme son attachement à la liberté d'expression qui emporte celle de manifestation. Sur ce principe-là, nous ne transigeons pas. Stand Up for Cameroun dit et pense que les citoyens camerounais ont le droit à leur opinion, ont le droit de se réunir, ont le droit de manifester. Ça, c'est un rappel de principe. Toutefois, pour ce qui concerne les manifestations du 22 septembre, qui étaient projetées le 22 septembre, appelées par des acteurs politiques et de la société civile qui sont connus, Stand Up for Cameroun n'était pas associé à cet événement-là. Mais pour autant, réaffirme que ces Camerounais avaient tout à fait le droit de se réunir et de manifester et d'exprimer leur opinion politique. Donc ça, c'est notre position. Nous n'étions pas partie prenante des marches du 22 septembre, mais nous disons que les Camerounais qui avaient appelé à cette manifestation avaient tout à fait le droit à leur opinion politique. Est-ce que nous avons exprimé cette opinion-là auprès des autorités judiciaires d'entrée de jeu depuis l'enquête, en passant par l'information judiciaire? Nous avons versé au dossier les rapports de la réunion que nous avons tenue ici pour montrer aux autorités judiciaires qui étaient en charge de ce dossier qu'est-ce qui s'est dit ici, quel était le but, quels étaient les objectifs de cette réunion. Nous leur avons donné ces éléments-là en vain, sans qu'ils en tiennent compte. Donc, si nous étions dans une procédure judiciaire proprement dit, je pense que ces éléments à décharge auraient joué pour faire peser la balance de la justice en faveur de ces compatriotes qui sont injustement en Bastille. Maintenant, le mouvement des débrayages des avocats. Nous n'allons pas parler de nos confrères ici, parce qu'on ne parle pas des confrères, on ne juge pas les confrères. S'ils ont posé un acte, c'est une stratégie de défense, une stratégie de rupture. On appelle ça la stratégie de rupture techniquement. Bien nombre de confrères ici sont membres de ce collectif, notamment M. Tanfou et moi-même. Mais c'est une décision prise dans le cadre du collectif pour un certain nombre de dossiers. Et dans le dossier pour lequel nous sommes réunis en est un autre. Et la stratégie n'est pas la même que dans le dossier, dans les 123, 126 personnes que nous défendons dans le cadre du collectif du répété Maître Sylvain Faute de glorieuse mémoire, notre dévancier. Donc, c'est une stratégie que nous allons voir en œuvre, dont nous allons juger de la pertinence par la suite, en voyant ce que ça va donner. Mais nous ne pouvons pas nous permettre ici de commenter ce que nos confrères ont pensé. Bon, en accord avec leurs clients, parce qu'il faut le dire, les 126 ont donné leur accord formel afin que les avocats puissent prendre cette position. Donc nous allons, l'histoire nous dira si c'était une bonne stratégie ou pas. Mais pour l'instant, dans le cadre de ce dossier, nous n'avons pas encore adopté cette stratégie parce que je crois qu'à un moment donné, peut-être, mais on verra comment les choses vont évoluer. Et voilà ce que nous pouvons dire sur ce mouvement de débrayage, comme vous allez nommer. Donc maintenant, est-ce qu'il s'agit d'un procès politique? Je vais laisser le soin à Maître Tanfou de répondre et peut-être Maître John pourra dire quelque chose sur la suite. Oui, je vais répondre par l'affirmatif. C'est un procès politique. Si ce n'était pas politique, pourquoi est-ce que vous détenez les gens plus d'1 an? Et pourtant, on a vu des événements, celui qui était dans l'implantation de vente de Vanda, c'est Djomé Pédia, qui disait comment, qui s'indignait par rapport à comment est-ce qu'ils sont maltraités
et dans les relations employé-employeur. À peine moins de 15 jours, il avait déjà une décision de justice. Donc, moi, je pense que c'est un procès politique et les pouvoirs politiques savent bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont dans leur manigance politique ou peut-être tuer les adversaires politiques. C'est une procédure politique et je pense qu'il faut aussi peut-être penser, peut-être, alors pour l'instant, on essaie encore de croire que on pourra obtenir justice. Voilà pourquoi nous sommes encore et en moulin dans ce dossier. On espère. Merci, mon frère. C'est d'autant plus un procès politique qu'en réalité, les compatriotes que vous voyez là ne sont pas les cibles. Les cibles visées, ce sont les leaders du mouvement Stand-up au Cameroun qui se sont présentés auprès des autorités à toutes les phases du procès pour dire c'est nous les organisateurs. Prenez-nous, arrêtez-nous, laissez ces enfants parce qu'eux, ils ne sont pas les leaders du mouvement. Pourquoi on les arrête pas? Il faut poser la question aux autorités judiciaires et militaires. Les leaders du mouvement sont allés, même la semaine dernière encore, Madame Kavala, le président Moutoudou de l'UPC, moi-même nous étions, sont allés se présenter pour dire que nous sommes les leaders du mouvement Stand-up au Cameroun. C'est nous qui avons organisé ces réunions et nous ne comprenons pas pourquoi vous interpellez des jeunes enfants sans défense pour leur faire subir le martyre simplement parce que vous souhaitez passer des messages d'intimidation aux autres jeunes Camerounais qui auraient l'ambition ou bien qui peuvent penser se lever pour lutter contre pour leurs droits, pour lutter contre l'arbitraire. En réalité, ces jeunes enfants sont des martyrs, ils sont détenus pour rien illégalement pour porter atteinte aux leaders de Stand-up au Cameroun qui sont connus, qui se sont présentés à toutes les étapes de la procédure, qui sont disponibles pour dire que c'est nous les organisateurs et que ces enfants n'ont rien à faire dans les choses. Maintenant, même Donjo, est-ce que la médiatisation de cette affaire ne peut pas produire plutôt un effet pervers tel que ça amène plutôt une radicalisation de la part des autorités judiciaires et que nos clients en pâtissent? C'est la deuxième question. Bon, sans être expert en communication politique, moi je pense que les choses ne peuvent pas être plus compliquées qu'elles ne sont déjà. Et si quelqu'un estime que le fait de parler à la presse, ça pourrait les amener en cours, je pense que la personne est juste comment dire, amnésique. Parce que, comment imaginez-vous, si quelqu'un est arrêté totalement, il est enfermé depuis 1 an, sans droit, sans possibilité d'aller se faire soigner, et qu'aujourd'hui, toutes les voies légales, la personne la plus autorité qu'il soit, qui doit communiquer avec qui de droit, pour faire entendre raison, n'est même pas reçu à la personne de ce conseil. Si ce n'est la presse, le 4e pouvoir, qui est mieux à même de faire donc entendre à qui est caché dans l'ombre les vraies raisons de leur intervention? Nous espérons par cette action que la vraie information peut arriver à qui de droit, parce qu'il semble être dupé ou trompé, parce que chaque fois qu'on met la main sur une personne qui était censée agir, la réponse est « je n'étais pas au courant ». Si vous ne lisez pas les mémoires d'enquête, les rapports d'enquête, l'enquête préliminaire, si vous n'écoutez pas vos subordonnés, mais écoutez au moins la presse, voilà pourquoi nous pensons que la médiatisation, même s'il arrive à les nuire, ça serait que le moindre mal, parce qu'ils sont déjà morts. Voilà ce que je peux vous dire. Ils encourent la peine de prison à vie. C'est une peine capitale. Et si l'information est répercutée à bon droit, loin même de radicaliser les autorités judiciaires, mais elle peut aussi radicaliser la population que nous sommes. Parce que c'est leur combat, en tout cas, ce sont eux qui sont des martyrs, mais c'est nous qu'on frappe, nous le peuple.
Si vous avez raison de frapper, mais faites un procès public. Tenez un procès. Ouvrez la salle. Démontrez la culpabilité et ensuite parlez-les. Pourquoi donc vous cachez? Pourquoi vous ne voulez pas ouvrir le débat? On ne comprend rien. Donc les médias n'en feront pas plus de mal qu'il en est déjà fait. Merci, chers confrères. Je rappelle que nous parlons ce matin, certes, de Télémeni, de Étienne Chama, de Moussa Bello, de Mira Angou, de Nana Police, mais nous parlons de nous également. Cet arbitraire peut s'abattre sur n'importe qui d'entre nous. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons convié la presse pour mettre cette situation sur la place publique, pour qu'on puisse sensibiliser tous les Camerounais, toutes les Camerounaises sur ces cas, en mettant en perspective dans l'environnement global. Parce que nous tous pouvons être victimes d'un moment à l'autre de cet arbitraire. Donc voilà la raison pour laquelle nous avons choisi de médiatiser ce cas et d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut en prendre une ou deux autres si le besoin se fait sentir. Dans le cas contraire, on pourrait passer éventuellement aux interviews pour les médias qui souhaitent approfondir. Sur ce, monsieur, madame, je vous remercie d'être venu et je souhaite que nous soyons nombreux le 15 septembre au tribunal militaire de Douala à partir de 7h30 pour réclamer la justice pour nos compatriotes, pour demander à ce qu'ils soient jugés simplement, mais dans le cadre d'un procès équitable, parce que la Constitution du Cameroun, les instruments internationaux ratifiés par le Cameroun, le code de procédure pénale dit quel est le cas dans lequel on doit juger un citoyen camerounais à qui on reproche des infractions. Donc, je vous appelle massivement à relayer l'information, à relayer ce rendez-vous, que nous nous retrouvions le 15 septembre, massivement, à partir de 7h30 au tribunal militaire de Douala, pour marquer notre indignation et notre soutien à ces compatriotes qui sont aujourd'hui injustement détenus en Bastille depuis plus d'un an. Je vous remercie d'être venus, d'avoir pris votre matinée pour venir écouter ce message. Et j'espère qu'au sortir de ce message, vous allez relayer notre appel, vous allez relayer les souffrances et l'indignation de nos mamans aujourd'hui, afin que l'opinion publique nationale et internationale prenne la mesure de la situation et qu'enfin on puisse juger ces compatriotes camerounais dont la seule faute est d'avoir participé à une réunion politique. Je vous remercie et à nous revoir le 15 septembre, 7h30 au tribunal militaire de Douala.